Regardez les gros titres, et vous pourriez penser que l'économie est en plein essor. Les actions atteignent des sommets historiques. Les chiffres de l'emploi semblent solides, mais ce n'est pas toute l'histoire. Alors que le S&P 500 battait des records début. 2026, certains des investisseurs les plus avisés du pays achetèrent des entreprises construites autour d'une seule chose, des gens à court d'argent. Voici ce que cela révèle sur cette économie. Quand les riches investissent dans les prêteurs sur gage, ils ne comptent pas sur la prospérité, mais sur le désespoir. Chapitre 1. L'illusion de la stabilité. En surface, l'Amérique semble en bonne santé, le chômage est bas et les salaires augmentent lentement. La classe moyenne est stable, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Début 2026. La Réserve fédérale estimait les soldes des cartes de crédit américaines à environ 1,28 billion de dollars, avec un chiffre qui augmente de plusieurs pourcents chaque année. Cela se produit alors que les employeurs déclarent des effectifs stables. Le moral des consommateurs s'effondre sous le poids des coûts quotidiens. Les prix de l'alimentation, du carburant et des services publics ont progressé plus vite que les salaires des classes moyennes. Cela ne figure pas dans le rapport sur l'emploi, mais est visible dans les magasins de prêts sur gage. Les plus grands opérateurs ont signalé des frais de service records durant la seconde moitié de 2025. Cette tendance s'est poursuivie début 2026. Même la fréquentation des centres commerciaux de banlieue est de nouveau en hausse. Mais la partie la plus révélatrice, c'est ce que les gens font réellement à l'intérieur de ces magasins. Entre 80 et 90% des objets mis en gage sont finalement rachetés. Cela suggère que la plupart des clients ont un emploi stable et utilisent le prêt pour combler l'écart entre deux salaires. Vous pouvez ouvrir le Wall Street Journal et voir les gros titres crier « Économie forte et marché du travail stable ». Pendant ce temps, la même semaine, les finances des ménages s'effondrent. Les salaires continuent d'arriver, mais l'argent disparaît plus vite qu'il n'entre. Donc, si les salaires arrivent, pourquoi les familles mettent-elles leurs biens en gage juste pour finir le mois? Chapitre 2. L'invisible performant. First Cash Holdings gère plus de 3300 magasins de prêts sur gage à travers les États-Unis, l'Amérique latine et le Royaume-Uni. Sur une période de 12 mois se terminant en avril 2026, l'action a pratiquement doublé. Elle est passée d'un peu plus de 120 à un sommet de 227. Le S&P 500 a rapporté une fraction de cela sur la même période. Une telle progression est attendue d'un laboratoire d'IA ou d'une entreprise de biotechnologie, pas d'une chaîne dont la transaction typique est un prêt sur une montre. First Cash a annoncé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars au premier trimestre 2026 en hausse de 26% sur un an. Les prêts sur gage inscrits au bilan ont atteint un record de 851 millions de dollars et le total des actifs a dépassé 5,4 milliards. C'est le signe d'une activité en plein essor. La société a même relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 après la mise à jour de fin avril. Cela a entraîné une forte hausse du cours de l'action à l'annonce de la nouvelle. Chez First Cash Holdings, ce ne sont pas les reventes d'objets mis en gage qui progressent le plus vite, mais les prêts eux-mêmes. Ce n'est pas ce qui les a vendus, mais la vitesse à laquelle la dette sur les biens ménagers augmente. C'est ce que le marché valorise. Dans une entreprise technologique, la croissance vient souvent de nouveaux contrats ou de l'expansion à l'étranger, et c'est le logiciel qui est mis à l'échelle. Ici, c'est le désespoir qui s'amplifie. Un lot de perceuses à 150 $ est mis en gage pour réparer une voiture. Faites cela des milliers de fois dans des magasins de banlieue, et vous obtenez un profil de marge qu'une entreprise de logiciels envierait. C'est un flux régulier de prêts à court terme garanti par des objets du quotidien. Une chaîne de prêteurs sur gage affiche une tendance boursière semblable à Nvidia, ce qui attire l'attention de Wall Street, qui parie sur la croissance continue des prêts. C'est là le signe révélateur. Cela ne marche que si davantage de gens ont besoin d'argent à court terme pour finir le mois. Autrement dit, la croissance ne concerne plus l'expansion. Elle dépend du fait que la pression sur la classe moyenne continue de se refléter dans les chiffres. Chapitre 3. La Rolex en banlieue. L'image d'un client de prêteur sur gage est dépassée depuis des décennies. On imagine une devanture en centre-ville, une enseigne au néon, une rangée de guitares poussiéreuses et une clientèle que le système bancaire a abandonnée il y a des années. Ce n'est pas le cas. Les montants des prêts changent, et les clients aussi. Des familles qui travaillent se présentent plus souvent. Des femmes mettent en gage des bijoux hérités. Les petits entrepreneurs arrivent avec des montres Omega et Rolex, tandis que les artisans apportent leurs outils. Certains valent 1 000 $ et d'autres atteignent 3 000 en une seule visite. Les clients d'aujourd'hui ont des fiches de paie. Ils ont des plans de retraite 401K, mais ils franchissent quand même la porte, parce qu'à la fin du mois, les comptes ne sont pas bons. Les ménages à revenus moyens, 60 000 à 100 000 $ par an,
contribuent fortement à la croissance de la nouvelle clientèle, beaucoup utilisant le prêt pour couvrir une mensualité de crédit immobilier. Certains petits employeurs s'en servent pour payer les salaires le vendredi si une facture est en retard. EasyCore est le deuxième grand opérateur de prêts sur gage coté en bourse, et ses chiffres du deuxième trimestre de l'exercice 2026 sont presque incroyables. Les revenus totaux ont grimpé de 46% pour atteindre près de 447 millions de dollars. Les prêts sur gage ont atteint 349 millions. Le montant moyen des prêts est passé de 160 $ en 2022 à 240 $ en 2026, soit une augmentation de 50% en seulement 4 ans. Même le secteur de la récupération de bijoux a augmenté de 64%, aidé par la hausse des prix de l'or. Les prix de l'or, proches de records depuis des années, permettent aux prêteurs prêter davantage sur moins d'objets. Une alliance qui aurait rapporté 180 $ en 2023 pourrait en rapporter 320 $ au début de 2026. Cela attire des objets mis en gage de plus grande valeur et des emprunteurs à revenus plus élevés commencent à se présenter. Une infirmière pédiatrique à Phoenix arrive un mardi avec le bracelet de sa grand-mère. Sans crise dramatique, elle a un emploi et une vie stable. Mais sa climatisation est tombée en panne. Sa carte de crédit a atteint sa limite, et un prêt n'arrivera pas à temps. Elle doit trouver 400 $ avant vendredi. De l'autre côté de la ville, un entrepreneur en climatisation entre avec une boîte à douille, Snap-on, valant des milliers de dollars. Il a besoin de 900 $ pour combler un écart de paie. Rien ne va mal dans son entreprise. C'est juste une question de timing. Tous les deux finissent au même endroit. Si des personnes employées et propriétaires recourent davantage aux prêteurs sur gage pour de courts besoins, ce n'est pas un problème d'emploi, mais de timing. C'est pourquoi ce secteur est en croissance. Chapitre 4. Le désert bancaire. Parcourez l'artère principale de presque n'importe quelle banlieue américaine construite entre 1970 et 2000 et vous verrez les façades des banques. À la place, salons de manucure, boutiques éphémères ou locaux à louer ont remplacé l'ancienne banque régionale avec drive et guichetier du samedi, désormais un terrain clôturé attendant réaménagement. De 2017 à 2025, le réseau bancaire national a diminué de près de 15%, passant d'environ 86 000 agences à environ 73 000. Plus de 900 agences bancaires ont fermé rien qu'au cours de l'année 2024. 16 des plus grandes banques représentaient 800 de ces fermetures. Les chiffres de 2025 montrent que plusieurs centaines d'agences supplémentaires ont disparu. La géographie compte plus que le nombre. La Fed de Philadelphie a constaté que de 2019 à 2023, les États-Unis ont perdu environ 5400 agences bancaires, avec le plus grand nombre absolu de fermetures, dans les banlieues de revenus moyens et élevés. Mais ailleurs, les dégâts ont été encore plus dévastateurs. Les quartiers à faible revenu, et majoritairement noirs, ont vu disparaître leurs agences à un rythme nettement plus rapide, accélérant fortement la création de déserts bancaires. Prenez un endroit comme Lithonia, en Géorgie, une banlieue de classe moyenne au sud-est d'Atlanta. Entre 2020 et 2025, les agences à travers le comté de Cobb ont progressivement disparu. Alors que les agences de Wells Fargo fermaient, celles de Bank of America et Truist Financial aussi. L'empreinte des banques traditionnelles a diminué. Mais les enseignes de prêteurs sur gage le long de la route 124 ne se sont pas éteintes. Elle s'est multipliée. Ce schéma se répète dans les banlieues du pays. Les déserts bancaires, des zones sans agence bancaire à une distance raisonnable, se sont étendues entre 2019 et 2023. Et dans les endroits touchés, l'accès n'a pas simplement disparu. Il s'est éloigné. Dans ces quartiers, la distance médiane jusqu'à la succursale la plus proche a augmenté d'environ 1,5 miles à 2 miles depuis quelques années. Cela signifie que la possibilité la plus proche pour effectuer rapidement des opérations bancaires en personne s'est éloignée de plus en plus. Et pour un nombre croissant de foyers, cet écart est comblé ailleurs, complètement. Les couloirs suburbains ayant perdu leurs dernières agences accessibles à pied sont ceux où les prêts sur gage ont le plus progressé. Une forme de prêt a été retirée de ces codes postaux presque au même moment où une autre forme y a été introduite. Chapitre 5. La passerelle BNPL. La plupart des ménages de classe moyenne franchissent une étape avant d'aller chez le prêteur sur gage. Cela ne ressemble pas à un prêteur, mais à un bouton de paiement. Acheter maintenant, payer plus tard est présenté comme une inclusion financière. 4 paiements faciles, sans intérêt, si payés à temps. C'est un moyen simple d'étaler des achats de 300 $ sur 2 paies. Les 3 grands acteurs sont Affirm, Klarna et Afterpay. Affirm a traité plus de 34 milliards de dollars en 2025, tandis que Klarna compte environ 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Et pendant ce temps, PayPal, Apple et même Amazon ont tous lancé leurs propres options de paiement différées.
Ce service est passé d'une fonctionnalité de niche à une option par défaut en environ 5 ans. La Fed de Richmond a suivi la croissance de cette catégorie, avec un volume de transactions en forte hausse à 2 chiffres chaque année. De plus en plus d'achats passent par des plans de paiement échelonnés, contournant largement les agences de crédit classiques. Ces applications évitent les vérifications de crédit strictes, mais signalent aux principales agences et font des vérifications souples. Un acheteur peut cumuler 4 plans différents avec Affirm, Klarna, Afterpay et une carte de magasin. Le Bureau de la protection financière des consommateurs a signalé ce schéma. Les utilisateurs du paiement en plusieurs fois ont généralement des encours plus élevés sur leur carte de crédit et leurs prêts personnels que les non-utilisateurs. Les frais de retard s'accumulent, on y recourt de plus en plus souvent, et le foyer finit dans une impasse. Quand les paiements échelonnés atteignent leurs limites et que le crédit se réduit, il reste une solution évidente. De plus en plus de clients des prêteurs sur gage viennent de foyers, qui avaient d'abord fortement eu recours au paiement en plusieurs fois. Un prêteur sur gage ne fait pas de rapport aux agences de crédit et ne regarde pas l'historique de crédit, seul le prêt l'intéresse. Si c'est bien l'histoire de la croissance, une question se pose. Qui en est les véritables propriétaires ? Chapitre 6. Les propriétaires institutionnels. Derrière les devantures, la structure de propriété est très différente. First Cash Holdings appartient à environ 80% à des institutions. En février 2026, le groupe Vanguard détenait environ 9% de la société. Pour une valeur d'environ 650 millions de dollars, BlackRock en possède une part similaire. En dessous d'eux, il y a des centaines de petits investisseurs. Ce sont les mêmes sociétés qui gèrent votre plan d'épargne retraite 401k. L'argent circule dans les deux sens à la fois. Les sociétés qui aident à épargner pour la retraite investissent aussi dans des entreprises profitant du manque de liquidité des ménages. Elles gèrent donc l'épargne à long terme. Elles détiennent aussi des parts d'entreprises, et dans ceux qui ont vite besoin de 300 ou 500 dollars. Rien de tout cela n'est caché, tout est public, mais cela crée un chevauchement étrange. L'argent destiné à protéger votre avenir est dans le même système qui profite quand la situation se complique. Ce point n'est pas évident tant qu'on ne le dit pas clairement. Pourquoi les plus grands gestionnaires d'actifs du monde investissent-ils des milliards dans un système qui semble profiter lorsque leurs propres clients à la retraite sont sous pression ? Chapitre 7. Le piège du rendement. Les prêteurs sur gage ne semblent pas chers jusqu'à ce que vous regardiez les frais impliqués. Selon l'État, les frais de prêt sur gage correspondent à un TAEC d'environ 60% à 240%. Une carte de crédit typique se situe généralement autour de 20 et quelques pourcents. Ce n'est pas un petit écart. Cela signifie qu'un prêt de 500 dollars garanti par une alliance pendant 90 jours peut générer environ 300 dollars de frais et d'intérêts. Un prêt bancaire pour ces mêmes 500 dollars sur la même période, environ 15 dollars. C'est le même montant et la même durée, mais un coût totalement différent. La plupart des objets dans le magasin de prêt sur gage, environ 80 à 90% des articles sont récupérés par le client, donc le gage est généralement restitué. Mais les frais, eux, non, ils sont acquis. Et cela signifie que les mêmes clients peuvent repasser dans le système encore et encore, payant à chaque fois pour la rapidité et l'accès. Il y a un autre avantage à ce système. Souvent, cela n'apparaît pas sur votre dossier de crédit et ne suit pas le même processus d'approbation. Cela obéit à des règles différentes, fixées par les lois étatiques sur le prêt sur gage, et non par les normes de prêt classiques. Ainsi, c'est un type d'entreprise très spécifique. C'est de l'argent obtenu rapidement garanti par un bien que vous avez déjà. Le marché croît non parce que les gens achètent plus d'objets de luxe à mettre en gage, mais parce que de plus en plus les utilisent plusieurs fois pour finir le mois. Mais en y regardant de plus près, un autre schéma apparaît. Un système financier à 2 vitesses s'est formé alors que l'attention était ailleurs. Chapitre 8. Le grand découplage. Les 20% d'emprunteurs les plus aisés restent dans l'ancien système financier, avec compte d'épargne, prêts immobiliers, cartes de crédit et investissements. Pour eux, les banques semblent inchangées, mais discrètement, autre chose s'est formée en dessous. Un système plus rapide, plus cher, qui ne vous aide pas à construire votre patrimoine, mais seulement à finir le mois. Cela montre la fracture. Les dirigeants qui contrôlent ce système n'en parlent plus vraiment comme d'un problème. Ils transforment les soucis d'argent des gens en avantages pour leur entreprise et qualifient le rachat d'autres sociétés d'opportunités de croissance. Le rêve américain reposait sur des banques souhaitant fidéliser la classe moyenne. Aujourd'hui, elles voient ces familles uniquement comme une source de profit. Le système est déjà en place pour cela, l'argent circule déjà, et les entreprises encaissent déjà les bénéfices. Les investisseurs soutiennent les prêteurs sur gage car les profits ne viennent pas de nouveaux produits ou clients, mais des mêmes foyers que le système disait vouloir aider.
Si c'est la direction prise, la question suivante est évidente. Que se passe-t-il si le système s'arrête? Découvrez-le dans « Et si l'économie américaine s'effondrait ?» ou « Regardez ceci à la place ».